Comment un jeune homme de 25 ans monte une agence de gestion ibérique dans la marina de Dubaï? Et nous sommes en train de nous dénationaliser à cause de cette peur que nous avons de l'agence fiscale. Et nous nous dénationalisons aussi parce que nous perdons ce sentiment d'appartenance à un lieu. Quelles sont les plaintes récurrentes que tes clients ont à propos du système en Espagne? Eh bien, Les impôts, la pression fiscale, l'immigration. imagine qu'un footballeur du Real Madrid ne veuille pas être résident fiscal en Espagne dans l'effectif actuel. Je pense qu'il y a tellement d'applications qui sont faites maintenant avec l'intelligence artificielle pour traquer, pour analyser les comptes. J'espère qu'on l'utilisera aussi de façon positive, pour te prévenir quand tu fais quelque chose de mal et y remédier à temps afin d'éviter ces pénalités. Mais je ne sais pas si cela intéresse vraiment. Ils attendent que tu commettes une grosse erreur. Le frère de Pedro Sanchez a vécu à la Moncloa tout en étant résident fiscal au Portugal. Ce n'est pas vraiment faisable, à moins d'être le frère du président, non? Combien pourrait économiser une personne qui facture 100 000 euros par an en allant à Dubaï? Écoute, je te le dis précisément, j'ai tout calculé. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un jeune entrepreneur de 25 ans, président-directeur général de Gestoria Iberico, basé à Dubaï, qui va nous raconter plein de choses très intéressantes. Bienvenue Jordi, comment vas-tu? Merci de l'invitation, Jota. Nous allons très bien et avons hâte d'échanger avec toi. Mon pote. En ce moment, comme tout le sujet de la flottille de Gaza est très tendance, je me suis demandé pourquoi ne les emmenez-vous pas là-bas? Pourquoi ton entreprise de gestion ibérique ne les aide-t-elle pas à rester pour sauver le monde palestinien? Eh bien, c'est pas loin, c'est pas loin. Et en fait, Miratos soutient cette proposition de Trump pour que Gaza renaisse comme un endroit moderne. Je ne me mêle généralement pas de politique et ne donnerai pas mon avis sur Gaza. En plus, cela dépasse mes connaissances, car je ne suis pas à ça de près. Mais pourquoi les membres de la flottille ne restent-ils pas là-bas à Dubaï? J'ai une théorie, d'accord, c'est que si ces gens vont à Dubaï, ils auraient de gros problèmes avec les autorités émiraties à cause de la consommation de drogue. Je pense que dans la flottille des tentations, les gens touchaient aux chirettes et aux pétillas. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent là-bas avec leur marijuana et leurs joints? Là-bas, à Dubaï? Si c'était le cas, Dubaï applique une tolérance zéro envers la drogue. J'en connais plusieurs, c'est grave, non? C'est vraiment strict. On va directement en prison. Et j'ai plus d'une connaissance qui a passé plus de 6 mois en prison. Une connaissance, pas un ami, c'est-à-dire des clients qui ont passé plus de 6 mois en prison. Pour avoir un joint avec un peu de marijuana qu'ils ramenaient d'Espagne, dans mon cas, je trouve que c'est un exemple que beaucoup d'autres pays devraient suivre, parce que la meilleure façon d'en finir avec quelque chose, c'est d'être très ferme contre cela. Non, et je pense que je n'ai pas besoin de consommer aucune drogue, et je crois que c'est une mesure positive. Pour revenir à nos amis de la flottille, ils auraient sûrement des difficultés. Car je ne les connais pas personnellement. Je ne sais pas s'ils sont humains ou non, mais si c'était le cas, oui, ils auraient ce problème. Oui, ils semblent là avec les tambours, dégageant un peu de fumée. En attendant, mon gars, je voulais te demander, comment un jeune de 25 ans monte-t-il une agence de gestion ibérique à la marina de Dubaï? C'est-à-dire, tu dois avoir eu un parcours pour arriver là où tu es, parce que ce n'est pas simple. Eh bien, moi, j'ai commencé à Valence comme agent immobilier à l'époque, il y a 7 ans, et il y a déjà 5 ans, je suis arrivé ici grâce à une opportunité comme consultant. J'ai d'abord été consultant dans une entreprise technologique, puis j'ai rejoint une entreprise à Dubaï où j'ai découvert ce marché alors bien moins connu. Maintenant, c'est la tendance. Tout le monde parle de Dubaï. Avant, il y avait d'autres avantages fiscaux plus proches de chez nous. En Espagne, on évoquait souvent l'Estonie et le non-habitual resident au Portugal, où de nombreux télétravailleurs s'installaient. Et une fois que ces options, ces juridictions ont été supprimées, Dubaï est devenu la nouvelle tendance. Déjà sur place en train de travailler, c'est alors que beaucoup ont commencé à me solliciter. Faute de cabinet de gestion hispanophone pour leurs démarches, et étant déjà sur place pour des sujets similaires. Et j'ai commencé à m'en occuper comme ça, par le bouche à oreille. Deux personnes qui avaient besoin de mon aide, et petit à petit, nous avons grandi. Je suis marié à ma femme depuis 22 ans. Tu t'es marié à 22 ans? Oui, Et c'est un super scoop pour le public de la Factoria. Attention, hein? Oui? je suis quelqu'un de très attaché à la famille, très traditionnel. Je n'ai jamais été religieux en Espagne. Je pense que la religion s'est perdue. En fait, j'ai juste trouvé la bonne personne et tenté ma chance.
Et comme je l'ai fait avec tout dans ma vie, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Et je ne perds pas de temps à vouloir faire plein de choses et à changer constamment. N'est-ce pas? Alors moi, quand je croyais avoir trouvé la bonne, j'ai décidé de me marier et nous avons avancé vers la création d'une famille. Je n'ai pas d'enfant, mais j'espère en avoir bientôt. Tu n'as pas d'enfant? Mince, hein? Tu t'es marié à 22 ans, tu as 25 ans, cela fait 3 ans. Pourquoi n'as-tu pas encore voulu d'enfant? Oui, très bonne question. Et comme tu le disais, nous avons créé Gestor Ibérico à Dubaï, où nous avons un bureau à Marina, pas dans la zone la plus touristique, en face de La Palmera. Et cela, évidemment, s'ajoute au fait que nous avons 12 employés dans l'entreprise. Nous sommes bien. Ce sont deux sociétés, l'une avec 2 employés, l'autre 10, dont 7 à Dubaï. J'ai principalement connu cette croissance de la structure durant la dernière année et demie, voire 2 ans. Après notre mariage, nous voulions des enfants, mais un pari professionnel a paralysé ma vie. Un peu personnel, mais nous sommes tous les deux d'accord que maintenant que nous commençons à avoir une structure et que l'équipe est formée et fonctionne à merveille, ce sont de grands professionnels. Nous pouvons déjà envisager de fonder une famille. J'espère que vous aurez bientôt une famille. Jordi, dommage que vous ayez quitté l'Espagne. Voilà la question suivante que je voulais te poser. Quelles sont les plaintes récurrentes que tes clients ont à propos du système en Espagne? Eh bien, les impôts, la pression fiscale, la pression migratoire, etc. Écoute, ici on peut parler de beaucoup de sujets qui, je pense, vont nous occuper un bon moment dans le podcast. Mais pour ne pas trop nous disperser, en commençant par le sujet des impôts, c'est que si en Espagne nous avons des impôts élevés, non, c'est le plus grand problème que je pense que rencontrent les Espagnols qui émigrent. Je crois que c'est ce manque de nationalité, et ça relie tous ces points que j'ai mentionnés auparavant. Non, la pression que tu ressens d'être attaqué par le système, par le gouvernement, qu'ils te mettent constamment la pression. Et il n'y a pas cette aide de dire, écoute, dès que tu as fait une erreur, eh bien je le vois et je te préviens et je veille sur toi pour t'aider. Non, comme cela se passe à Dubaï, où si tu reçois une pénalité fiscale pour ne pas avoir fait les déclarations, même si tu les présentes plus tard dans un délai l'année suivante. Il n'y a pas de pénalité, ou bien il y a des pénalités et ils peuvent te rembourser cette amende que tu as payée. Je veux dire, c'est mieux, disons-le comme ça. Et oui, il y a aussi des pénalités dans d'autres domaines plus petits, sans autant de poursuites, mais je pense qu'ils donnent une autre chance. Je pense que ça se voit que Miratos éduque constamment les entrepreneurs. Il t'envoie des emails pour t'informer de tes responsabilités, des formations gratuites. Et tout ne dépend pas de ton gestionnaire, du fait que ton gestionnaire s'en occupe. Ils veulent aussi que l'entrepreneur apprenne et qu'il gère tout correctement. Et je pense que cette pression est le plus grand problème des Espagnols. Je pense aussi qu'ici, le sujet que tu as mentionné a beaucoup d'influence parce que les personnes, d'accord, on paie beaucoup d'impôts en Espagne? Oui, je crois que nous le savons tous, mais le pire, ce n'est pas le montant élevé qu'on paie. Je pense que le pire, c'est la façon dont ils te font te sentir coupable. Comment ils essaient même de te cacher toute infraction pour que tu ne respectes pas les délais de paiement et qu'ils puissent ainsi t'infliger une amende. Et eux, ils touchent une commission. Le fait qu'ici en Espagne, les inspecteurs des impôts reçoivent une commission, même s'ils se trompent, et que cela soit décidé des années plus tard. Écoutez, vous n'aviez pas raison, monsieur des impôts. Peu importe, on ne leur retire pas cette commission. C'est complètement fou, ça n'a aucun sens. Bien sûr, c'est un système dont je comprends la raison d'exister, mais en même temps, il n'a aucun sens. Il récompense quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est cette pression inutile qui peut briser des familles, qui peut causer un stress inutile et paralyser complètement des entreprises, alors qu'au final, tu peux en sortir gagnant et avoir totalement raison. Donc, je pense que toutes ces applications de l'intelligence artificielle qui sont utilisées maintenant pour traquer, pour analyser des comptes, j'espère qu'elle servira aussi positivement pour te signaler tes erreurs, te permettre de les corriger à temps et éviter ces pénalités. Je doute que ça les intéresse. Ils attendent juste que tu fasses une grosse erreur pour te piéger. Donc ces primes ont déjà été, par exemple, signalées à cause de l'application de la loi Beckham. Des étrangers qui viennent vivre en Espagne après de nombreuses années passées à travailler à l'étranger. La loi Beckham a-t-elle été instaurée à cause du footballeur Beckham? Elle leur permet de payer un taux fixe plus bas, environ 20%, en vivant en Espagne et en télétravaillant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un cabinet appelé Amsterdam et Partners qui a porté plainte devant l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Organisation de coopération et de développement économique qui régule. Nous aborderons également les règles du développement économique, notamment en Europe,
ainsi que la fiscalité des personnes. Mais il l'a dénoncé à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation de coopération et de développement économique. Eh bien, c'est justement cela. Le système de primes, la pression inutile, la persécution qui sont, je crois, les aspects les plus dangereux que nous vivons en Espagne. Pas vraiment les impôts, car certains pays en prélèvent davantage. Et je pense qu'il y a une culture plus légère, moins radicale contre les impôts. Et nous sommes en train de nous dénationaliser à cause de cela, à cause de cette peur que nous avons du fisc, et nous sommes en train de nous dénationaliser. Aussi parce que nous perdons ce sentiment d'appartenance à un endroit, pas à un village, à une ville, à l'Espagne elle-même. Le patriotisme disparaît en Espagne. Oui, mais tu fais une corrélation directe entre la perte de patriotisme et une attaque contre l'État? Je fais une nette distinction entre critiquer l'État, ses politiques, le trésor public et le ministère de l'égalité. Avec Bueno et les 200 000 petites pièces de théâtre qu'ils ont montées là-bas, avec le fait d'être une personne dépourvue de patriotisme parce que j'aime mon pays et je fais clairement la distinction entre mon pays et l'État de mon pays. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord et tu l'expliques très bien, mais tu es une personne très cultivée sur ce sujet, une personne qui a des connaissances. Et il y a des personnes qui sont ignorantes par nature dans de nombreux domaines, et maintenant la plupart des gens comprendront qu'ils sont ignorants de ce que tu dis. Les gens agissent selon leurs sentiments. Et quand une personne sent qu'elle ne doit rien apporter à une société à laquelle elle appartient, eh bien, elle n'a aucun problème à migrer, aucun problème à frauder, aucun problème à faire cela. Avant, le patriotisme nous poussait à dire j'apporte par devoir et pour recevoir en retour. Les impôts, au final, viennent d'un bien commun qui est un nécessaire, c'est ce que nous payons, le prix que nous payons pour avoir une société civilisée. Mais je pense que ce manque de patriotisme, comme je te le dis, corrompt cette idée de contribuer. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, que si on y réfléchit, logiquement, ce sont des choses complètement différentes. Et qu'on peut être critique et qu'on doit l'être pour que les choses changent. Nous ne pouvons pas simplement fuir. Mais en même temps, nous nous sommes installés ici à cause des circonstances, pas parce que nous avions l'intention de monter l'entreprise avec cet objectif. J'étais déjà à Dubaï, on me demandait ce service, il y a beaucoup d'Espagnols qui migrent, et cherchent des options de fiscalité plus faibles dans d'autres juridictions, dans d'autres pays. Et moi, je me trouvais à Dubaï et nous avons commencé à offrir ce service. C'est dommage. Je voudrais que plus d'Espagnols et la richesse restent en Espagne. Mais il arrive un moment, en ce moment même, c'est critique pour la survie, où les gens doivent souvent penser à eux-mêmes et survivre. Pour nous, pour notre entreprise, pour notre famille. Et c'est pour ça que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'être idiot, de te laisser tromper, de te laisser constamment mettre la pression et d'être le dernier. Il faut savoir évaluer, même en Espagne, pour ne pas se faire avoir. Et il y a aussi de très bonnes options que nous proposons, également dans notre service de conseil, que nous offrons en plus gratuitement. Nous proposons aussi des options en Espagne, même si nous sommes à Dubaï. L'idée n'est pas que tout le monde parte, seulement ceux qui le peuvent et qui le veulent. Oui, oui, mais il y a des options partout, des options partout. Jordi, mec, personnellement, j'en ai ras-le-bol. Excuse mon langage, mec, j'ai souvent ce genre de vocabulaire, mais j'en ai ras-le-bol, je n'y peux rien. Et je vois que mon entreprise, pour pouvoir grandir, parce que j'ai une série de dépenses, et comme tout jeune qui commence à gagner un peu d'argent, j'ai fait l'erreur de ne considérer que les revenus sans tenir compte des impôts associés. J'ai failli, enfin pas non plus aller à la ruine parce que j'avais la capacité de continuer à générer de l'argent, mais putain, j'ai pris une sacrée claque de réalité. Combien je dois payer? Moi, j'ai ici des dépenses de 12 500 euros par mois, dont plus de 5 000 en impôts. C'est une erreur que beaucoup de gens font, ça m'est arrivé et c'est arrivé à tout le monde. Quand on est travailleur indépendant en Espagne, toute activité économique que tu vas commencer ici, c'est ta responsabilité de payer ses impôts et même si le comptable s'en occupe, tu peux te faire surprendre. Dans la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la retenue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au début ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça. Je parle de l'importance de par exemple à Dubaï, qu'on te donne une seconde chance parce que tout le monde commence à zéro. Et je pense qu'on n'a pas la formation ni à l'école, ni la formation de l'administration fiscale. Directement. En s'inscrivant comme auto-entrepreneur, on reçoit quelques emails et des formations gratuites. Les gestionnaires ne communiquant pas tous pareil, et là il est normal de se tromper au début. Une seconde, je voudrais faire une remarque sur le fait que nous soyons obligés d'avoir un gestionnaire. Parce que gérer tout cela par nous-mêmes est pratiquement une chimère. C'est impossible tellement il faut être spécialisé pour le faire. C'est déjà comme un impôt, c'est comme un autre impôt, mais à la fin de la journée, tu dois obligatoirement avoir cette dépense parce que sinon tu te fais avoir à 100%.
Bien sûr, le présenter soi-même, ce n'est pas du tout facile. Je pense que très peu de gens le font alors avec tous ces problèmes. Moi, je suis en train de regarder des options pour partir parce qu'il devient vraiment compliqué de rester ici. Surtout, bah, ça compte aussi beaucoup pour moi. Où va l'argent ici? Notre cher État? Quels sont les avantages de Dubaï? Et comment ton entreprise pourrait-elle m'aider à m'y installer? Dans ton cas, tu as un podcast, ce n'est pas un podcast que tu pourrais emmener partout tant que ton activité le permet. Ça ne me dérange pas d'accueillir mes invités depuis là-bas. Désormais, évidemment, tu aurais un souci puisque tes invités sont en Espagne. Alors, tu pourrais transférer ta résidence fiscale personnelle aux Émirats. Oui, tu es libre, on peut en parler si tu veux. Le calcul de la résidence fiscale est très mal expliqué. Nombreux affirment que si tu passes 2 jours, 3 ou 6 mois par an à Dubaï, On ne sait pas. une de ces affirmations est vraie, mais laquelle et comment la déterminer? Chaque cas est particulier et il existe un règlement établi par l'Organisation de coopération et de développement économique qui le définit. Nous calculons les paramètres de résidence fiscale, économique, familiaux et liés au séjour en tenant compte des pondérations du séjour. Il ne s'agit pas seulement de ne pas passer 6 mois en Espagne. Auparavant, on parlait beaucoup de la théorie des drapeaux. Si tu ne restes pas 6 mois en Espagne et voyages dans le monde, tu n'es pas résident et ne te déclares pas. Les impôts, eh bien, ils ont ajouté un nouvel article de loi qui en parlait. Qu'en est-il des absences sporadiques, absences ponctuelles? Tu considères tout ce temps hors d'Espagne comme du temps de résidence. Mais tant que tu ne me démontres pas que l'un de ces endroits est ta résidence fiscale, tu seras considéré comme résident fiscal espagnol. Même si tu ne passes qu'un mois par an en Espagne. Un mois par an. Alors, à Dubaï, l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons obtenir le permis de résidence. Pas la résidence fiscale, le permis de résidence de manière très simple, simplement en y établissant ta société. Les États-Unis, c'est plus compliqué. Dans d'autres pays, comme à Dubaï, c'est donc intéressant. Une chose, c'est le certificat de résidence fiscale, qui est un document administratif, un élément de preuve très important. Il est toujours bon de l'obtenir. Mais il y a aussi les règles que l'Organisation de coopération et de développement économique impose pour déterminer ta résidence fiscale, et il faut les respecter. Ton conseiller calculera et t'indiquera si tu respectes la résidence fiscale, car elle ne s'obtient pas automatiquement. Ce n'est pas un papier, une carte, c'est quelque chose qui doit être consolidé. C'est une situation dans laquelle tu te trouves, on va mesurer où se trouve ton centre d'intérêt économique, où tu as ton patrimoine, où tu as ta principale source de revenus, c'est-à-dire mesurer ta résidence et ta famille. Mais la famille n'est en réalité pas si importante. Ces trois piliers, il y en a un que nous, en droit, appelons juris tantum val, qui est un pilier qui peut être détruit, une prémisse qui peut être renversée. Par conséquent, si tes proches, dans ce cas nous parlons du conjoint ou des enfants mineurs, restent en Espagne. En respectant les deux autres points à l'étranger, tu pourras défendre ta résidence fiscale sans problème. D'accord? Parce que tu peux détruire cette prémisse. Ce n'est pas si important, mais tu devrais vraiment bien verrouiller aussi bien la question du séjour que celle des finances. Et s'il y avait une égalité, on entre dans les règles de cette égalité, d'accord? Ça vaut aussi pour la question du séjour. Si tu restes moins de 6 mois à Dubaï, ça compte pour l'Espagne, pardon, moins de 6 mois en Espagne. À Dubaï, tu y restes moins qu'en Espagne, tu ne pourras pas justifier ta résidence fiscale. Imagine que tu dis, je vais 2 mois par an à Dubaï et en Espagne je reste 5, je n'atteins pas 6, je reste 5 mois. L'Espagne te considérera-t-elle résident fiscal? Eh bien, oui, il faut mesurer les autres points, mais tu aurais beaucoup à perdre, parce que sur le pilier de la résidence, tu serais perdant, car il y a 5 points. D'abord, ils vérifieront si tu respectes bien les 6 mois. Très important, très clair, dans un pays où tu défends ta résidence fiscale, dans ce cas Dubaï, si tu ne respectes pas les 6 mois, ils vont d'abord regarder où tu as une résidence habituelle disponible. Dans ce cas, ils disent, écoute, j'ai une location à Dubaï. Des clients viennent me voir et me disent, j'ai une location à Dubaï. Et en Espagne, j'ai vendu mon appartement, ma maison où j'ai résilié ma location. Peu importe, tu n'aurais pas dû le faire, ça ne change rien. Tu aurais pu garder un appartement en Espagne, cela ne changeait rien pour ton patrimoine. Un appartement disponible, pourquoi? Parce qu'aller chez tes parents, aller chez ton frère, chez un ami,
c'est un logement disponible. Merde. Alors, toi, quand tu reviendras en Espagne, c'est moi où tu seras en Espagne. La seule façon d'éviter qu'ils pensent que tu as un logement disponible, c'est de passer tout ce temps dans une location de vacances. Un hôtel ou un Airbnb, non? Exact? Et comme c'est coûteux, ce n'est pas vraiment optimal pour tout le monde. Donc les gens choisissent simplement d'équilibrer ce point, de ne pas le perdre. Avoir une location à Dubaï, pour que cela s'équilibre, tu passes au point 2, ils descendent au suivant. Le point 2, c'est deux Tatooine. Où sont tes intérêts sociaux et économiques principaux? Et là, c'est très difficile à définir. Ils vont regarder la famille, ils vont regarder ton entreprise, ils vont regarder tout ça, et tu auras sûrement tes intérêts très partagés entre l'Espagne et Dubaï. Donc là, on ne va jamais miser sur la victoire. Là où on va miser pour gagner, on va l'avoir très clair et on pourra le prouver. C'est au troisième point, parce que, attention, on ne veut pas arriver au quatrième. Le quatrième, c'est par passeport. Si on te juge par le passeport, par espagnol, tu vas perdre, tu vas payer en Espagne. Alors, on va essayer de gagner le troisième point. Le troisième point, c'est où? Où as-tu passé le plus de jours dans l'année? Bien sûr, si tu pars 3 mois à Dubaï, tu obtiendras uniquement le certificat de résidence fiscale locale, pas celui délivré par traité international, juste un certificat interne. Mais au moins, cela sert d'élément de preuve, parce que ça regroupe tout ce qui concerne la location, la banque, les services, etc. Mais aussi, si tu passes moins de 3 mois en Espagne, cela suffira. Donc il y a des clients qui sont des footballeurs que nous avons, des gens de MotoGP. Ou simplement, c'est ce que j'allais te demander? Quel type de profil te contacte habituellement? Il y a des footballeurs, il y a un peu de tout ou quoi? Oui, nous avons même eu des footballeurs du Real Madrid. Nous avons eu... Mais qui sont à la retraite? Non. Oui, la plupart sont à la retraite, certains de première division, mais aucun encore en activité, seulement des retraités. Et des noms importants? Bien sûr, parce que c'est reconnaissable. Imagine qu'un footballeur du Real Madrid ne veuille pas être résident fiscal en Espagne dans l'effectif actuel. Impossible. Ou pas? Ça doit être impossible. Mais principalement, il va avoir ses revenus en Espagne. Donc ça va être pratiquement impossible, comme tu le dis. Même s'il séjourne à l'étranger, ses revenus étant en Espagne, cela poserait déjà problème. Mais s'il entre à Valdebebas, c'est-à-dire exactement, Il y aurait égalité et ce serait indéfendable. il serait impossible de le défendre? Non, d'un point de vue légal, ce serait impossible. Donc les profils sont généralement d'anciens footballeurs et autres qui vivaient tranquillement en Espagne. Et ils disent, écoute, Jordi, donne-moi un coup de main ici parce que c'est insoutenable. Et ils décident de partir là-bas. Oui, il s'agit généralement de personnes à la retraite. Ou très souvent, que tu puisses équilibrer cette balance d'intérêts économiques, c'est ce que j'allais te dire ailleurs. Évidemment, un footballeur fait ce qu'il fait et il a tous ses revenus là où il a ses revenus. Mais si c'est un entrepreneur ou un employé qui a un salaire en Espagne, il est aussi lié par là. Mais s'il peut démontrer qu'il a plus de revenus à l'étranger, il pourrait garder ce salaire espagnol et quand même défendre sa résidence fiscale à l'étranger en faisant pencher la balance vers Dubaï. Une entreprise comme la mienne, littéralement, j'ai tout mis dans une société limitée. C'est une entreprise de communication, de marketing. J'ai 2 podcasts. J'ai une communauté privée intégrée, c'est-à-dire c'est une entreprise qui travaille dans le monde digital. Regarde, dans ton cas, la première chose que tu devrais faire si tu veux te délocaliser, c'est de savoir si tu veux déplacer ta résidence fiscale pour tes impôts personnels, en comprenant que dans ton activité économique, il n'y a pas seulement les impôts que paie la société, qui sont de 25% ou moins, si c'est une nouvelle activité pour les 2 premières années. Mais tu dois aussi payer des impôts. En tant que particulier, tu peux utiliser cet argent personnellement. Dividendes, impôts sur le revenu des personnes physiques, cotisations sociales, etc. Voilà. En matière d'emploi, nous savons que plus de 70% part souvent dans les coûts, dans les impôts. Compte tenu de cela, la première question à se poser est: puis-je changer ma résidence fiscale? En ayant une entreprise en Espagne, la réponse est oui, tu peux être actionnaire à 100% des entreprises que tu veux en Espagne. D'accord. Et pouvoir relocaliser ta résidence fiscale personnelle. À condition que tu n'administres pas ces entreprises et que tu ne sois pas celui qui gère ces entreprises, qu'il y ait une personne qui dirige cette gestion et soit surtout l'administrateur de ces entreprises. D'accord? Donc, si tu pouvais mettre en place cette personne et que tu pouvais partir à Dubaï. Et en comprenant aussi que ta source de revenus ne provienne pas uniquement de tes loyers globaux. D'accord? Tous les revenus mondiaux que tu reçois personnellement
pas ceux de ton entreprise. Ils viennent principalement de l'entreprise de Dubaï, pas seulement de l'espagnol. Théa, comment fais-tu cela? Au lieu que l'entreprise d'Espagne te paie, elle facture ta société à Dubaï, qui te verse ensuite un salaire. D'où provient la majorité de tes revenus mondiaux? De Dubaï, ce qui fait que ton centre d'intérêt économique est à Dubaï. Même si tu es associé d'une société en Espagne, tant que tu as le contrôle de la gestion, tu pourras le faire, tu vois. Le faire? Séparer cette entreprise de toi, non? Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Aussi, c'est une erreur qui est souvent commise, n'est-ce pas? Deux choses. Premièrement, qu'ils ne considèrent pas ta société en Espagne. Une société à responsabilité limitée unipersonnelle comme une société strictement personnelle. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'ils te fassent payer des impôts à titre personnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au minimum sur 75% des revenus générés par cette société. Non, ce n'est pas parce que tu pars à Dubaï, hein. En général, dans ta situation, tout consultant ou avocat en Espagne te dirait: tu n'as pas assez d'employés, hein, ça dépend trop de toi, tu devras payer 75% ou plus à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ils peuvent te dire ça, tu vois. L'autre, c'est une autre erreur, très courante, c'est la question de l'endroit où l'activité est exercée. Si une personne travaille dans l'événementiel ou les podcasts et qu'elle exerce cette activité, elle la réalise physiquement sur le territoire national. Si cela n'est pas bien lié par la structure de l'entreprise et que l'on dissocie l'activité de son image personnelle, de sa personne, de ce qu'est cette activité. Peut-on te demander que ces impôts soient payés en Espagne? Comme je le dis, cela peut se résoudre en disant que tu es un employé qui vient faire une apparition dans ce podcast. Et c'est pour ça que ton entreprise de Dubaï est payée. Mais l'entreprise en Espagne doit continuer à payer des impôts. On ne pourrait pas démanteler l'entreprise espagnole, ou non? Notre cabinet suggère à ceux qui l'ont recommandé ou pourraient le faire de démanteler entièrement cette activité, la délocaliser à l'étranger, puis revenir faire des podcasts via une entreprise de Dubaï. Ils pourraient ensuite requalifier cette société et la soumettre à l'impôt sur les sociétés comme une société espagnole, même si elle reste à l'étranger. Pour éviter cela, tu dois avoir une structure très claire entre la société ici. Elle gère les podcasts, tu paies les impôts ici. Est-ce qu'elle sous-traite pour les droits d'image, pour cette présence que tu apportes à l'entreprise étrangère? D'accord. Il y a des façons de le faire, mais elles doivent être très contrôlées, parce qu'il y a la loi et son interprétation. Nous voulons non seulement gagner, mais aussi être tranquilles. Lors de ce premier échange avec l'inspecteur, tu le convaincras et tout sera clair. C'est ce qui nous importe le plus. C'est-à-dire que ce qu'a fait le frère de Pedro Sanchez, vivre à la Moncloa tout en étant résident fiscal au Portugal, ce n'est pas très viable, à moins que tu ne sois le frère du président. Non, Voyons, on va se mettre ici dans la boue. C'est ça l'important. regarde, tu sais ce qui se passe? Moi, je ne suis jamais radical contre la politique. Je ne vote pas. Je ne me mêle pas de politique. Je sais que je la comprends et que je l'étudie, mais je ne m'impliquerai pas comme critique, mais si je commente, ce sera en tant que professionnel. Et ce que je peux te dire, c'est que si cette activité était identifiée par le fisc, et en pensant qu'il n'y a aucun privilège du fait de qui il est, mais qu'on le traite comme une personne ordinaire. S'il analysait que l'activité a été réalisée depuis l'Espagne, ou qu'il a passé plus de temps en Espagne qu'il ne devait, c'est-à-dire au Portugal. C'est là qu'ils vont l'attraper et lui demander que cet argent aurait dû être payé en Espagne. Peu importe qui te paye, que ce soit le gouvernement ou une entreprise privée, que ton client soit en Espagne, cela n'a pas d'importance. Il y a des gens, il y a un mythe très répandu qui dit: hey, si tu as une entreprise à Dubaï et que 95% ou même 100% de tes clients sont espagnols, tu vas avoir des problèmes avec le fisc. N'est-ce pas? Tes clients peuvent te payer d'où ils veulent. C'est autre chose de savoir d'où tu exerces cette activité et si cette entreprise a une substance réelle. Ça ne marche pas si tu restes en Espagne à leur fournir des services depuis l'Espagne alors que l'entreprise est là-bas et que tu factures là-bas. C'est mauvais. C'est pour ça qu'on parle de cette personne dont tu parles, comme exemple parmi beaucoup d'autres. Si cette personne facture là-bas,
mais qu'il était en Espagne, eh bien ça va poser problème, bien sûr. J'aurais des problèmes, par exemple, avec mon émission si je pars là-bas et que je dois enregistrer certains épisodes depuis là-bas, n'est-ce pas? Quelques épisodes. Le fisc souhaite idéalement que toute ton activité soit exercée depuis là-bas, sauf si une autre société intervient. Maintenant, il faut toujours chercher la logique. Je veux dire, tu pourrais être un influenceur qui vit à Dubaï, tu as ta société qui se consacre à faire des apparitions médiatiques et on t'engage comme influenceur pour apparaître dans des podcasts. Imagine que tu es un économiste, comme tant d'autres, qui est payé pour apparaître dans des podcasts d'économie ou à la télévision. Si tu résides à l'étranger et que ta société est à là-bas, que tu factures depuis là-bas et qu'on te paye, à toi, à ton entreprise, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il faut bien relier, c'est le motif économique, hein, et la validité fiscale de cette relation commerciale entre les deux sociétés. Voir si c'est une opération liée selon l'article 18 de la loi sur l'impôt sur les sociétés et l'article 100 et jusqu'où cela nous engage. Autrement dit, il s'agit d'une opération liée si les deux sociétés t'appartiennent ou appartiennent à ta famille jusqu'au troisième degré. Que signifie être une opération liée? Sois totalement transparent avec le fisc et précise qu'il s'agit d'opérations liées sans cacher que la société de Dubaï t'appartient. Et tu dois aussi fixer un prix de marché pour ces services. C'est-à-dire que l'entreprise ici de podcast qui organise le studio, imagine que l'entreprise d'ici a un studio et te le loue, non? Ou quoi que ce soit, hein? Ou ils t'embauchent. Eux, ils font leur business. Ils facturent les clients qui viennent pour faire de la publicité, ou les marques, et tout ça. Les bénéfices restent ici, et toi, tu es payé, non? Oui, oui. 6. Faire une présence dans le podcast. Là, on pourrait peut-être draguer. D'accord, mais il faut bien regarder. Alors, Jordi, combien à peu près? Au final, si les gens t'embauchent, c'est pour économiser de l'argent en venant ici, comme dans une entreprise comme la mienne. Quel montant peut-on économiser et quel est ton tarif? Écoute, non, je ne veux pas vraiment le dire. Et les impôts, on ne vous aime pas, mais je vais donner un cas hypothétique. Imagine, j'ai donné 30 000 par mois. Ok, tu prends 30 000 par mois. Non, 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 pas moi, hein. Moi, je ne facture pas 30 000 par mois, d'accord. Mais aujourd'hui, imaginons que c'est 35, 25, ça dépend du mois. Disons que la personne en question, l'entreprise que tu aides, c'est 25, 35. Combien cette personne économiserait-elle? Eh bien, on parle d'environ 300 000 euros par an, d'accord. 25, 30, on parle de 300 000 euros par an, 300 000 euros par an. En plus, nous allons voir. Ici, en Espagne, tu paies d'abord 25% d'impôt sur les sociétés. Donc, il te resterait 75 fois 3, il te reste. Supposons que ce soit du net, même si ce n'est pas le cas. On parle de 75 fois 3, 225 000, donc tu as déjà perdu 75 000 euros d'impôt sur les sociétés. Ensuite, il faut savoir que tu as facturé avec la taxe sur la valeur ajoutée selon si la personne possède une entreprise étrangère. Tu n'as pas mis la taxe sur la valeur ajoutée, mais la plupart du temps, tu l'auras facturée. 21 d'accord si tu es enregistré à Dubaï, et ça dépend si tu as une activité physique là-bas. Ce serait un 5, donc on ignore cette taxe sur la valeur ajoutée, mais on économise aussi 15 de plus sur ce qu'on facture au client. Maintenant, sur ce que tu reçois, on parle de 75 000 euros d'économie en plus. Tu prends ce que tu veux te verser à ta personne physique, imagine que tu veux te verser par an, d'accord? En dividende sur 28 000 euros, d'accord, ce n'est pas beaucoup. Ces 20 000 euros vont de 19 à 30. D'accord, donc autour de 20, tu aurais que ce serait environ 24%. Il te resterait donc d'autres, environ 7 000 euros de plus, d'accord? Ensuite, avec l'impôt sur le revenu, près de 70% de ce que tu te verses partira. Entre la cotisation à la sécurité sociale, ce que tu paies en impôt sur le revenu et ta cotisation d'indépendant, aussi en tant qu'administrateur de la société. Donc ici, tu paierais en ce moment. Ça dépend de ce que tu veux te verser comme salaire. Imagine que tu veuilles te verser 40 000 euros, 50 000 euros par an, d'accord? Si tu veux te verser 50 000 euros par an, tu paierais environ. Et comme ça, de tête, un impôt sur le revenu de... Ça coûterait combien à l'entreprise? Parler de net, c'est difficile à calculer mentalement. C'est galère, non?
Oui, net, je veux toucher 50 000 € net par an à Ponte, enfin, pas moi, la personne dont on parle. Calculons donc sur la base de 70 en incluant cotisation, impôt sur le revenu des personnes physiques et indépendants. Alors imagine que tu veux toucher 50 000 euros net. Eh bien, si ça représente 30%, tu dois aller jusqu'à 70%, donc ce serait 100 000. Environ 120 000 euros plus les 50 000 qui te restent en net. L'entreprise devrait te payer environ 170 000 euros pour qu'il te reste 50 000 net. Entre ce que tu paies de cotisation à la sécurité sociale pour l'entreprise et ce que tu paies d'impôt sur le revenu. Par exemple, combien une personne qui facture 100 000 € par an pourrait-elle économiser en allant à Dubaï? Écoute, je vais te le dire avec des données exactes, parce que je l'ai calculé. Sur 100 000 euros, il te resterait 82 650. Après avoir payé la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne, à Dubaï, 95 238. On voit déjà la différence de 12 000 euros après l'impôt sur les sociétés. On tombe à 62 000 en Espagne. Au lieu de payer 25% à Dubaï, tu paies zéro et te verses ensuite 20 000 euros de dividendes. Supposons que tu paies les 21% en Espagne. Il te resterait donc 57 800 euros. Sur ces 100 000 à Dubaï, il te reste aussi 95 000. Tu veux ensuite te verser 20 000 euros net par an. Comme c'est ta propre entreprise, tu paies toi-même cotisations patronales, personnelles et impôts sur le revenu des indépendants. Tu atteins environ 20 000 euros de dépenses, soit le double. Tu veux 21 000 net, ça te coûte 20 000 euros. Il te reste 37 800 euros de ces 100 000 euros que tu avais au départ. Mon Dieu, c'est incroyable. À Dubaï, il nous resterait 95 000. Et si on ne compte pas la taxe sur la valeur ajoutée, parce que c'est très polémique, il y aura des gens qui vont me critiquer, qui vont me tomber dessus, et je dirais que la taxe sur la valeur ajoutée est payée par le consommateur. Bon, Je n'y crois pas. Moi, quand on me met la taxe sur la valeur ajoutée, je dis, une fois que je paie la facture avec taxe sur la valeur ajoutée, cet argent ne me revient plus. tu ajoutes 20 000 euros à 57 800 par rapport aux 95 000 restants à Dubaï. Putain, ça fait un sacré coup. Il y a une chose, une caractéristique de Dubaï, c'est le sujet de la crypto et du liquide. Le liquide est en train de disparaître. Tu m'as raconté hors caméra que tu as vu de vraies anomalies concernant la perception du liquide. De l'espagnol moyen là-bas à Dubaï, non. Que j'ai vu, regarde l'espagnol moyen à Dubaï, tu parles de situations que j'ai vues clairement. Ici, l'espagnol moyen perçoit l'argent liquide. Que d'aller à la banque avec plus de 10 000 € et de les déposer comme si de rien n'était, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. En fait, un ami à moi a vu des sirènes de police s'approcher de lui une fois parce qu'il avait déposé 5 000 € là où on dépose. Regarde, plus que des Espagnols. J'ai vu des gens, je ne sais pas de quelle nationalité, parce que j'étais à la banque, et il y avait une personne devant moi, un distributeur avec des sacs. Il a déposé plus de 200 000 euros en espèces devant moi au distributeur. Nous ne parlons pas du fait qu'à Dubaï, les banques ont effectivement une traçabilité anti-blanchiment très poussée, mais elles n'interdisent pas l'utilisation d'espèces. D'accord. Donc on peut dire qu'il est difficile de tout tracer complètement, et c'est pour cela qu'on enlève ça. En Espagne, payer plus de 1000 euros est interdit, mais autorisé à Dubaï. Tu peux acheter une maison entière d'une valeur de plus de 500 000 euros, par exemple, entièrement payée en espèces ou en crypto-monnaie. Et aucune autorité gouvernementale ne va te poser de problème. L'Émirati, pour effectuer ce paiement et enregistrer la propriété à ton nom, les impôts des Émirats ne viendront pas vérifier l'origine des fonds. Et c'est quelque chose dont beaucoup de gens profitent, non? Beaucoup utilisent Dubaï pour faire du cash-out de crypto-monnaies obtenues en Espagne sans tout vendre, alors qu'ils devraient payer des impôts en Espagne. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis à Dubaï et qu'ils ont fait la vente là-bas, en payant zéro d'impôts puisqu'ils sont déjà résidents là-bas, et ils ont acheté ce qu'ils voulaient. Ils sont même revenus en Espagne l'année suivante. Est-ce possible? D'autres, peut-être moins en règle, auraient dû payer en Espagne et n'ont pas de portefeuille froid. Et ils n'ont pas pu le montrer, donc ce qu'ils ont fait, c'est aller à Dubaï et acheter des biens immobiliers directement, entièrement avec des crypto-monnaies. Et Jordi, comment te contacter? Eh bien, écoute, nous avons une communauté gratuite que nous lançons parce que nous nous lançons en ligne, nous avons une présence physique à Dubaï et nous avons toujours travaillé, sans apparaître dans des podcasts comme le tien, où je me suis vraiment amusé, mais maintenant pardonne-moi. Eh bien, écoute, Encore une fois, écoute,
nous nous lançons dans le numérique. Et nous avons créé une communauté pour diffuser des informations juridiques et fiscales sur l'Espagne, afin que chacun comprenne les nouvelles réglementations et ne soit pas pris au dépourvu. Des infos sur des destinations à faible fiscalité comme Dubaï, Chypre, Paraguay, République dominicaine, pour que chacun apprenne sur ces pays via une communauté sur un groupe WhatsApp gratuit et accessible à tous. Dans la description, vous pouvez le trouver. Nous offrirons à chaque nouveau membre du groupe, s'il le souhaite, un conseil gratuit et personnalisé par nos professionnels. Ce sera beaucoup de travail, mais nous sommes prêts à organiser des consultations gratuites pour tous et à examiner chaque cas. J'espère que beaucoup de gens nous rejoindront. Voir comment les aider à planifier 2026 pendant qu'il est encore temps. Oui, là, franchement, vous faites un travail incroyable, les gars, parce qu'à la fin de la journée, je pense que la seule façon d'en finir avec le système, c'est de lui retirer la nourriture avec laquelle il nous opprime. Et le monstre se nourrit de notre capital. Donc, comme il se nourrit de notre capital, c'est un devoir moral et c'est révolutionnaire de priver de nourriture le monstre qui veut nous dévorer. Je suis quelqu'un de bien. J'espère qu'en constatant notre départ, ils modifieront les conditions en Espagne. Hein? Oui, ce serait l'idéal. Tu crois, Jordi, mon pote, que j'ai envie de partir d'ici à cause d'une circonstance? J'aime l'Espagne, le cocido madrilène au charolais et le restaurant El Trasgu. On ne mange mieux nulle part ailleurs, on ne vit mieux nulle part ailleurs. Le putain de problème qu'on a, c'est la caste politique. Moi, je me mets ici et après, ici, on me regarde de travers. C'est pour ça que tu n'as plus de sponsor? Mais je ne peux pas m'en empêcher, mec, je ne peux pas m'en empêcher. Je dois dire ce que je pense jusqu'au jour où je mourrai. Tu es très polémique avec tes messages, mais moi je suis ravi d'être venu au podcast parce que je pense que tu es quelqu'un qui dit ce que beaucoup de gens ont honte de dire. Putain, Eh bien, je te remercie, mec. Et oui, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences. c'est clair, parfois là, tu l'exprimes d'une façon que les gens ne sont pas prêts à entendre. Ou alors tu te places dans une toute petite niche de personnes qui vont le comprendre. Donc il y a des choses avec lesquelles je serai d'accord et d'autres non, mais je pense que nous devons défendre la liberté d'expression et que cela ne doit pas être quelque chose qui nous divise. Pas cette société de verre actuelle où tout le monde s'offense et on ne peut rien dire. Et il semble que ce soit très démocratisé d'un côté vers un parti, pas celui qui peut parler et celui qui ne le peut pas. Et comme je le dis, non, je ne donne pas mon avis sur la politique, je ne vote pas, je ne me mêle pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que oui, je suis une personne logique, une personne qui aime réfléchir, raisonner et parler. Et je pense que nous ne devrions pas perdre cela. Eh bien, mec, je t'en remercie énormément. Messieurs, sachez que je vais laisser dans le commentaire épinglé les consultations gratuites de mon ami Jordi de Gestoria Iberico. Prenez en compte tout le travail qu'il y a derrière. Si quelqu'un envisage de partir, il sait maintenant qu'il a l'opportunité de bénéficier des conseils gratuits de Jordi. Une dernière chose à dire au public. Oui, je dois dire que, comme je l'ai mentionné, ce qui est très intéressant à Dubaï, c'est le secteur immobilier. Nous ne travaillons pas dans le secteur immobilier, nous ne sommes pas des agents immobiliers, mais nous accompagnons effectivement des personnes, des investisseurs, des sociétés immobilières dans cette planification patrimoniale. Et nous le faisons en apportant un saut de garantie à ces professionnels qui vont vous conseiller aux Émirats sur le marché local. Dans ce groupe, vous trouverez également des avant-ventes où vous pourrez accéder à, ensemble en groupe. Des opportunités, parfois pas forcément à un meilleur prix, mais avec une disponibilité sur des occasions qui se présentent souvent. À Dubaï, c'est très courant, d'autres professionnels le font aussi, et nous avons vu qu'en amenant autant d'Espagnols là-bas, et que chacun investissait de son côté. Ils nous demandaient de les aider à planifier cette fiscalité d'investissement, cette structure sociétaire patrimoniale des Émirats et tout cela. Eh bien, nous pouvions aussi exercer une force commune contre ces promoteurs. Aller tous ensemble et obtenir ainsi de meilleurs avantages, des bénéfices exclusifs, parce que nous sommes nombreux à y aller en groupe. Alors moi, j'encourage tout le monde à rejoindre la communauté, à nous connaître, à se renseigner, à apprendre, et si jamais nous pouvons l'aider, nous le ferons. Merci beaucoup Jordi et voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria.